Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre 4 en nous intéressant aux ondes stationnaires dans le cas d'une corde vibrante. Donc, on avait fait un premier paragraphe qui portait sur des généralités sur les ondes stationnaires. Et dans cette partie, nous allons nous intéresser uniquement aux ondes stationnaires qui existent lorsqu'on considère une corde vibrante. Et en particulier, ça permet de décrire pas mal de phénomènes qui se produisent pour les instruments de musique à cordes, comme une guitare ou une harpe. Donc la première chose à faire pour décrire les ondes stationnaires qui peuvent exister sur une corde, c'est réfléchir finalement quelles sont les différentes façons d'attacher une corde. Donc ça va définir en fait les conditions limites qui vont permettre de caractériser l'onde stationnaire. Donc il y a une première condition limite qui est assez simple, c'est le cas où la corde est attachée à une extrémité, donc cette extrémité est fixe. Et bien lorsque là une extrémité est fixe, la condition limite qu'il va falloir qu'on impose, c'est que le déplacement transversal est nul. C'est plutôt logique et intuitif comme condition. Donc si l'extrémité est fixe, le déplacement transversal en ce point doit être nul à chaque instant. Donc on peut retrouver ça de manière extrêmement compliquée si on utilise les coefficients de réflexion et transmission. Donc ça c'est hors programme, mais je le mets quand même pour ceux il y en a certains d'entre vous qui ont jeté un coup d'œil. Donc on peut montrer que dans le cas où l'extrémité est fixe, qui correspond à une impédance qui est infinie, on va avoir un coefficient de réflexion qui vaut -1, un coefficient de transmission qui vaut 0. Et donc, lorsqu'on calcule le déplacement transversal en ce point, on retrouve évidemment que ça vaut 0. Ça, c'est une façon extrêmement compliquée de retrouver un résultat très, très intuitif. Il y a un deuxième type d'extrémité qu'on peut trouver, c'est le cas où l'extrémité de la corde est libre. Donc là, ici, c'est symbolisé. Imaginez que votre corde ici est reliée à une barre verticale avec un anneau, et on suppose que l'anneau peut se déplacer sans frottement le long de cette barre. Donc, ce que va faire l'anneau, c'est qu'il va suivre le mouvement de la corde de manière libre, donc sans imposer de force. Et ça, une des façons, si on réfléchit un peu, si l'anneau suit le mouvement de la corde, si on se place très près de l'anneau, en cette position-là, ça veut dire que la corde doit être horizontale en ce point-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas la tangente à la courbe ici vaut 0. Et si la tangente à la courbe vaut 0, ça implique que la composante transversale de la tension soit nulle. On avait vu qu'une des formules, on avait une formule pour la composante transversale de la tension, T de Y, qui était T de 0 fois la dérivée de Y par rapport à X. Donc si la tangente vaut 0, c'est que la composante transversale de la tension vaut 0. Donc c'est un peu moins intuitif que le cas précédent de l'extrémité fixe, mais on peut quand même se convaincre que la condition qu'il va falloir appliquer dans le cas où on a une extrémité libre, c'est qu'on va imposer comme condition que la composante transversale de la tension soit nulle en ce point à chaque instant. Donc pareil, c'est hors programme, donc je n'insiste pas, mais on peut retrouver ces résultats en utilisant les coefficients de réflexion et transmission de la tension cette fois, puisqu'on raisonne sur la tension. On trouve que le coefficient de réflexion vaut -1 parce qu'on est sur une extrémité libre pour laquelle l'impédance tend vers 0. Le coefficient de transmission vaut 0, et donc lorsqu'on calcule la composante transversale de la tension au niveau de l'extrémité, on trouve que ça vaut bien 0. Donc maintenant, on connaît les conditions à limite à imposer, et donc le premier cas qu'on va considérer, c'est le cas où on a une corde, donc une corde de longueur L, et qui est fixée à ces deux extrémités. Donc ici, la corde ne peut pas bouger, elle est fixée en ces deux points-là, et si elle est fixée en ces deux points-là, les conditions qu'on doit naturellement imposer, c'est qu'ici, le déplacement transversal en x égale 0, ça doit être 0, et le déplacement ici en x égale L, ça doit être aussi égal à 0 pour chaque instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des solutions générales de l'équation d'onde, mais qui vérifient ces conditions aux limites. Donc on cherche. Et donc,
Bon, a priori, la forme les solutions de l'équation d'onde, je peux toujours l'écrire comme la somme d'une onde progressive. Donc dans ce cas-là, on l'a appelé YI, le I pour, disons, incidente, et puis la somme donc d'une onde progressive et d'une onde régressive en X plus CT, et ici, donc le R, c'est pour régressif, aussi pour l'onde réfléchie. Donc on a une onde incidente qu'on considère comme étant progressive, il va y avoir une onde réfléchie comme régressive, et on regarde la superposition des deux. Donc on ne va pas chercher les solutions les plus générales de l'équation d'onde, on va chercher des solutions particulières qui sont des solutions de type sinusoïdal. Donc on cherche des fonctions d'onde sinusoïdales pour l'onde incidente et pour l'onde réfléchie qui ont une pulsation oméga. Donc de manière générale, je cherche une onde incidente donc, dont j'écris ici sa forme complexe, y de tilde. Je vais l'écrire a tilde i. Ça, c'est une amplitude complexe. EI oméga t moins kx. Donc ça, parce que je cherche des solutions qui ont une pulsation oméga. Et pareil, je vais chercher une solution pour l'onde réfléchie, donc l'onde régressive, qui va être donnée par cette fonction y tilde r, avec ici l'amplitude complexe a tilde r. Et là, oméga t plus kx, donc là, ça, parce qu'il s'agit d'une onde régressive. Donc, la solution que je cherche, c'est une superposition des deux. Donc j'écris la somme de mon onde incidente et de mon onde réfléchie. J'écris y tilde. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire une fois qu'on a écrit cette forme-là? On va imposer les conditions aux limites. Pour l'instant, on ne s'est pas du tout servi de ces conditions aux limites-là. On a simplement dit que une solution de l'équation d'onde, je peux toujours l'écrire comme la somme d'une onde progressive en x moins ct, une onde régressive à x plus ct, et je cherche des solutions particulières, qui sont des solutions de type sinusoïdal ayant une pulsation oméga. Maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est, et ça nous amène à cette forme-là. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imposer la condition y qu'en 0, le déplacement doit être nul à chaque instant. Donc j'impose cette condition-là. Donc ici, dans l'équation précédente, je vais éliminer les termes en x puisque je me place en x égale 0, et je veux que ce soit égal à 0 pour chaque instant. Vous voyez ici, je peux simplifier par l'exponentielle de i oméga t, et donc la seule solution pour que cette équation soit vérifiée à chaque instant, il faut que a tilde r soit égal à moins a tilde i. Là, on retrouve cette condition, finalement, que le coefficient de réflexion en y doit être égal à moins 1. Donc, si j'ai maintenant cette condition, je vais la reporter dans l'expression de la fonction d'onde totale. Donc, on avait écrit que y tilde, c'était donné par cette équation-là. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais remplacer a tilde r par moins a tilde i. Ça me donne ça. Ensuite, je mets en facteur a tilde i et ei oméga t, et il va me rester ici e moins ikx moins eikx. Et ici, ce qu'on retrouve dans la parenthèse, c'est l'expression de moins 2i fois sinus kx. Il y a un signe moins parce que c'est inversé comparé à la formule habituelle. Donc, on obtient cette expression pour y tilde i. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va calculer la fonction d'onde réelle. Pour calculer la fonction d'onde réelle, je pose comme définition de a tilde i, ça va être égal à AI, l'amplitude réelle, fois EI phi, où phi c'est la phase à l'origine. Et donc, je prends, pour calculer la fonction d'onde réelle, je prends la partie réelle de la fonction d'onde complexe. Donc ici, je vais avoir moins 2AI fois sinus kx, parce que ça, c'est réel, et il faut que je prenne donc la partie réelle de i fois ei oméga t ei phi. Donc ça, je peux les regrouper, ça veut dire que c'est exponentielle de ei oméga t plus phi. Donc je vais avoir moins 2ai sinus kx fois la partie réelle. Donc ici, si je développe l'exponentielle, ça me fait i cosinus oméga t plus phi. Et ici, je vais avoir un plus i sinus oméga t plus phi, mais comme je multiplie par i, ça me fait un i carré, donc ça me fait apparaître ici un moins sinus oméga t plus phi.
Donc, je prends la partie réelle de ce terme-là. Vous voyez que ça, c'est le terme imaginaire qui va disparaître, et donc il va me rester comme expression. Donc ici, le moins et le par moins, ça va s'éliminer, et je vais avoir comme expression réelle 2 fois a de i multiplié par sinus kx, sinus oméga t plus phi. Et donc là, on retrouve une forme qu'on a vue précédemment. Donc ça c'est un résultat important, c'est que on a une séparation de la dépendance spatiale qui est ici contenue dans le sinus kx et de la dépendance temporelle qui va être un sinus oméga t plus phi. Et donc, on retrouve une structure d'onde stationnaire. Donc, on n'a pas du tout une fonction d'onde qui ressemble à une onde progressive en x moins ct ou une onde régressive en x plus ct. On a une fonction d'onde qui est le produit d'une fonction de x par une fonction de t. Donc, il y a séparation des dépendances spatiales et des dépendances temporelles, et ça, c'est caractéristique non stationnaire. Donc, le simple fait d'imposer la condition qu'en x égale 0, je dois avoir le déplacement transversal qui soit nul à chaque instant, ça fait qu'on se retrouve avec une onde qui est une onde stationnaire quand on cherche des solutions qui sont sinusoïdales. Donc, on va avoir une oscillation au cours du temps donnée par ce terme avec une amplitude qui va dépendre de la position à laquelle on est, qui est donnée par ce terme en sinus kx. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est on a uniquement utilisé la première condition. Mais je vous rappelle qu'il y a une deuxième condition. La deuxième condition, c'est que lorsqu'on se place en x égale L, le déplacement transversal doit être égal à 0 à chaque instant. Donc ça veut dire ici, si je repars de cette expression-là, quand je me place en x égale L, ça va me donner sinus kL, et je dois avoir cette expression qui est égale à 0 à chaque instant. Donc, pour réaliser ça, la seule façon de le vérifier, c'est que sinus kL soit égal à 0. Donc, sinus kL est égal à 0, ça veut dire que le produit kL doit être égal à un nombre entier de fois pi. Donc, on arrive à la condition donc KL, le produit KL qui est égal à n pi, où n est un entier. Donc ici, on prend un entier qui est différent de 0. Donc évidemment, la solution n égale 0 fonctionne, mais ça veut dire qu'on se retrouve à une situation où il n'y a en fait pas d'onde. Donc évidemment, c'est toujours une solution qui est toujours possible, mais pour les solutions intéressantes, ce sont celles pour lesquelles on considère que n est non nul. Donc on doit avoir le produit KL qui est un multiple entier de fois npi, et en pratique, il y a deux façons d'utiliser cette formule. Dans le premier cas, on travaille avec une longueur d'onde, c'est-à-dire aussi une fréquence ou une pulsation, tout ça c'est la même chose, qui sont fixées, et on considère par contre que la longueur de la corde, on peut la faire varier. Donc dans ce cas-là, la condition qu'il faut imposer ici, si je remplace k par 2pi sur lambda, on voit que ça va imposer une certaine contrainte sur les valeurs de L possibles, puisque je dois avoir des longueurs qui vérifient cette égalité-là. Vous voyez après que si je simplifie par pi à droite et à gauche, je trouve que je vais pouvoir avoir une onde stationnaire qui existe uniquement pour certaines longueurs. Il faut que la longueur de la corde, ce soit un multiple de la demi-longueur d'onde. Je dois voir que Ln, ça doit être n fois lambda sur 2. Donc une onde stationnaire, si je veux qu'elle ait une longueur d'onde lambda, elle peut exister uniquement si la longueur de la corde est un multiple entier de fois la demi-longueur d'onde. Et puis il y a des cas qui est peut-être le cas qui est le plus fréquent, c'est-à-dire on considère cette fois que la longueur de la corde est fixée. Par contre, on cherche des ondes stationnaires de fréquence et donc de longueur d'onde variable. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que L, je le garde constant. Par contre, le vecteur d'onde, lui, je cherche les vecteurs d'onde qui vont pouvoir satisfaire cette condition-là. Donc ça veut dire que je dois avoir Kn qui doit être égal à npi sur L.
Et puis, on peut du coup calculer les fréquences que ça va donner, hein. Donc, Kn, ici, je peux dire que K, c'est égal à oméga sur C. Oméga, c'est 2pi fois nu, la fréquence. Donc, les fréquences doivent vérifier cette égalité-là. Et puis, donc, si je simplifie par 2pi, et ensuite je multiplie par C sur 2L, on arrive à l'égalité que l'onde stationnaire doit avoir des fréquences particulières qui sont données par nu n, qui est égal à n fois C sur 2L. Donc pour que sur une corde de longueur L fixée à ces deux extrémités, on ait une onde stationnaire, c'est possible qu'à la condition que cette onde ait des fréquences particulières qui sont données par cette égalité-là. Donc ça nous conduit en fait à définir ce qu'on appelle les fréquences propres de vibration. Hein. Pour une corde donnée qui a une longueur L fixée, il va y avoir ce qu'on appelle les fréquences propres de vibration de la corde qui sont justement données par n fois c sur 2l. Donc c'est un nombre entier, un multiple entier de fois c sur 2l. Donc ces fréquences propres, ça fait penser un peu à la fréquence propre d'un oscillateur harmonique, hein, mais dans un oscillateur harmonique, il existe une seule fréquence propre. Dans le cas de la corde vibrante, il va y avoir en fait une infinité de fréquences propres qui sont donc données par cette équation-là, et elles sont régulièrement espacées, et l'écart entre deux fréquences propres successives, ça va être donné par C sur 2L. Et donc, on peut associer à chacune de ces fréquences propres ce qu'on appelle des modes propres de vibration, c'est-à-dire que maintenant, je peux repartir de l'expression de yx de t qu'on a obtenu précédemment. Et si je veux décrire le mode propre de vibration, je vais simplement remplacer dans la fonction d'onde que j'ai trouvée. Ici, on avait un k, je vais le remplacer par k de n, qui est donc donné par n pi divisé par l. Et puis ici, donc je remplaçais la pulsation par 2pi fois nu n. Nu n, je vais le remplacer par cette expression-là. Hein, donc le mode propre de vibration, c'est la fonction d'onde de l'onde stationnaire qui oscille avec une fréquence qui va être donnée par nu n. Et puis ici, il y a deux paramètres, hein, donc les AN et φn, ça, ce sont des paramètres qui sont obtenus à partir des conditions initiales. C'est-à-dire, on peut savoir à l'instant t égale 0, quelle était la position de la corde, quelle était sa vitesse, etc. Donc nous, ce qu'on a déterminé grâce aux conditions limites, qui est que la corde doit être fixée à ces deux extrémités, on a pu déterminer donc la forme de la fonction d'onde. On a tombé sur une fonction d'onde stationnaire, et on a trouvé que les nombres d'ondes Kn et les fréquences nu n doivent avoir des valeurs particulières qui sont données par les formules qu'on a trouvées précédemment. Donc en particulier, on voit que un mode particulier, c'est celui qui est associé au cas n égale 1. Donc le cas n égale 1, ça va me donner une fréquence nu1 qui vaut c sur 2l. Donc lui, c'est ce qu'on appelle le mode fondamental, pour un premier harmonique, mais souvent on l'appelle le fondamental. Donc c'est la plus petite fréquence non nulle qui existe. Le mode suivant, c'est le mode n égale 2. Donc pour le mode n égale 2, on va avoir une fréquence nu2 qui est le double de nu1. Donc celui-là, c'est ce qu'on appelle le deuxième harmonique. Et puis, ainsi de suite. N égale 3, ça va définir la fréquence propre nu3 qui va être le triple de la fréquence du fondamental. Donc c'est le troisième harmonique. Et à chacune de ces fréquences, je vais pouvoir associer un mode particulier dont la fonction d'onde est donnée par cette expression-là, où je remplace ici nu n et kn par les expressions en fonction des fréquences et des nombres d'ondes obtenus. Donc, comme on a trouvé une fonction d'onde, on peut du coup calculer les nœuds et les ventes qui sont associés à le nème harmonique. Donc là, pour obtenir les nœuds, on fait un peu quelque chose de similaire à ce qu'on avait fait dans le paragraphe précédent. Donc les nœuds, ça veut dire que je vais chercher les points de l'espace pour lesquels, quelle que soit
l'instant initial, je vais avoir un déplacement qui vaut 0. Donc ça m'impose que le sinus kn de x doit être égal à 0, avec la condition qu'on avait trouvée précédemment, que kn, ça doit être égal à npi divisé par l. Donc ça, si je veux obtenir ça qui est égal à 0, bah, ça veut dire que l'argument à l'intérieur du sinus, ça doit être un multiple entier de fois pi. Donc ici, j'ai marqué pi. Et donc ensuite, bah, je divise par kn. Et là, on se rappelle que donc kn, c'est npi divisé par l. Donc ici, les pi se simplifient. Et donc je trouve que la position des nœuds, ça va être p divisé par n fois l, avec p qui vaut donc 0, 1, 2 jusqu'à n. Et donc, on va avoir n plus 1 nœud. Si je cherche maintenant les ventres, ben je vais imposer la condition que la valeur absolue du sinus de kn des ventres soit égale à 1. Les ventres sont ces points particuliers pour lesquels l'amplitude des oscillations est maximale. Donc, je les obtiens si l'argument du sinus est égal à pi sur 2 à pi près. Donc, ensuite, pour trouver la position des ventres, je divise par kn. Je vais avoir donc, en simplifiant ensuite par pi, je vais avoir k plus 1,5 divisé par n qui est égal à l. Évidemment, il ne faut pas que ça sorte de la corde, donc je restreins les valeurs de q possibles entre 0 et n-1. Donc on va avoir n ventres. Et donc voilà à quoi ressemblent les modes propres. Donc ici, c'est le mode associé avec n égale 1. Donc on voit ici qu'on va avoir une oscillation avec un seul ventre et 2 nœuds. Donc là, ça représente au cours du temps les oscillations. Pour n égale 2, donc ça c'est le mode propre qui correspond au deuxième harmonique. Bon, déjà on voit que la fréquence des oscillations est plus rapide, il oscille 2 fois plus vite que le mode du fondamental, et puis il a une structure spatiale qui est caractérisée donc par 2 ventres ici et 3 nœuds. Et puis pour n égale 3, donc là on peut voir que ça oscille encore plus vite, en fait il oscille 3 fois plus vite que le fondamental, et il est caractérisé par une structure spatiale avec 4 nœuds et 3 ventres. Et donc voilà, là ici, ce qu'on a représenté, c'est, donc dans ce schéma-là, on trace à des instants particuliers pour lesquels la corde a des positions extrémales, hein, donc le plus haut possible, le plus bas possible, la forme de la corde dans le cas n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, n égale 5, ainsi de suite. Hein. Et puis, donc, cette forme, on peut avoir une forme de ce qu'on appelle des fuseaux. Donc, le nème mode a n fuseaux. Un fuseau, c'est cette espèce de quenouille qui est utilisée quand on fabrique du fil, avec cette forme, avec un renflement au milieu. Et puis, ici, on a le déplacement nul à chaque extrémité. Hein, c'est la condition qu'on avait utilisée. Donc là, donc ici, j'ai redessiné la forme des modes propres. Donc là, c'est tracé à différents instants. Les courbes bleues, c'est la position de la corde pour différents instants. Pour le déplacement transversal, dans le cas du fondamental, du deuxième harmonique, du troisième harmonique, du quatrième harmonique. Donc très souvent, dans la corde vibrante, on s'intéresse souvent au déplacement transversal. On peut aussi, si on est curieux, tracer aussi la tension transversale. Donc, si je trace la composante de la tension transversale, ben, on va avoir une sorte de correspondance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un nœud de déplacement, ça va correspondre à un ventre de la tension. Hein. Donc ici, par exemple, pour la tension, le mode propre du fondamental, il a un nœud au milieu, puis 2 extrémums aux extrémités. Et puis inversement, à chaque fois qu'on a un ventre de déplacement, ça va correspondre à un nœud de tension. Là, on peut le retrouver en disant que quand j'ai un ventre de déplacement, on voit que la corde au voisinage de ce point est horizontale. Si on se rappelle que la composante transversale de la tension, c'est proportionnel à la dérivée de y par rapport à x, on doit bien ici avoir un nœud à cette position-là. Et donc, on peut, dans les deux cas, calculer le nombre de nœuds, de ventres et de fuseaux. Donc ça, c'était une des possibilités avec, qu'on vient de voir, c'était le cas où la corde était fixée à ses 2 extrémités.
Donc il y a une autre possibilité, c'est le cas où la corde est fixée d'un côté et libre de l'autre. Donc là, je vais un peu aller un peu plus rapidement parce que ça va être exactement la même démarche, hein, c'est la même mécanique, et puis vous le ferez assez en détail dans l'exercice 3 du TD7. Donc on considère cette fois une situation où la corde est fixée en x égale 0, hein, donc elle est attachée ici, et par contre, elle est libre de se déplacer en x égale l. Donc on utilise ce qu'on a dit au départ dans la première partie sur les conditions à limite. Ici, la corde est attachée, donc je vais imposer comme condition que le déplacement transversal doit être égal à 0 à chaque instant. Et au niveau en x égale l, je vais imposer la condition que la composante transversale doit être égale à 0 à chaque instant dans cette position-là. Donc après, on suit exactement la même démarche. Donc on cherche des solutions de l'équation d'onde qui vérifient les conditions à limite et on cherche des solutions qui sont de type sinusoïdal, de pulsation oméga, et qui sont la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive, donc onde sinusoïdale de pulsation oméga. La première partie du raisonnement, c'est strictement la même, c'est-à-dire je vais imposer la même condition que ce qu'on avait dit avant. Je veux que en x égale 0, le déplacement transversal soit égal à 0 à chaque instant. Donc ça va me donner exactement la même équation pour yx de t, parce que on fait exactement le même calcul. Ce qui va changer, c'est que lorsque maintenant on va appliquer la deuxième condition, dans la condition x égale l, on ne va plus demander que YL de t soit égal à 0, on va demander que la composante transversale de la tension en x égale l soit 0. Donc pour faire ça, on va d'abord calculer cette composante transversale. Donc là, on utilise la relation que t de y c'est égal à t0 fois la dérivée de y par rapport à x. Là, on vient de trouver l'expression de yx, donc tout ce qu'on a à faire, c'est de calculer la dérivée par rapport à x. Et donc, c'est ce qu'on va faire de ce pas. Donc, quand on calcule, il faut prendre la dérivée de sinus kx. Donc, quand je calcule la dérivée, ça me fait sortir un k fois cosinus kx. Et puis ensuite, on impose la condition, c'est que donc, t de y de l soit égal à 0 à chaque instant. Donc la seule façon de vérifier ça à chaque instant, c'est que le cosinus de KL soit égal à 0. Donc c'est là où il y a une différence, hein, c'est pas on impose une condition limite qui est différente. En particulier, dire que cosinus KL soit égal à 0, et on l'obtient si l'argument, le produit KL, c'est égal à quelque chose qui est pi sur 2 à n pi près. Donc là, je l'ai écrit sous la forme n pi moins pi sur 2, avec n toujours un entier qui est positif. Hein. Donc là aussi, on exclut le cas n égale 0. On prend uniquement ici un entier on commence à 1. Donc comme précédemment, cette relation, on peut l'appliquer de deux façons suivant le contexte. Hein. Si on considère que la longueur d'onde et la fréquence de l'onde stationnaire qu'on cherche est fixée, mais on peut faire varier la longueur, alors on a comme condition, si je remplace ici k par 2pi sur lambda, on va avoir 2pi lambda fois la longueur de la corde qui doit être égale à npi moins pi sur 2. Et à simplifiant par pi, on trouve que on va avoir une onde stationnaire uniquement pour certaines valeurs de la longueur de la corde qui vont être données par n-1,5 fois lambda sur 2. Et puis le cas le plus fréquent, c'est le cas où en général la longueur de la corde est fixée, mais on cherche les fréquences possibles pour lesquelles on peut obtenir une onde stationnaire. Donc là, ça veut dire que le vecteur d'onde doit prendre certaines valeurs particulières, qui vont être que kn fois l, c'est égal à npi moins pi sur 2. Donc ça, comme k, c'est oméga sur c, ça va être égal à 2pi fois nu divisé par c. On obtient cette égalité-là. Hein. Et puis, si je simplifie, on arrive à l'expression que les fréquences qui peuvent exister sont données par n-1,5 multiplié par c sur 2l. Donc avec n qui commence à 1. Donc on trouve des fréquences propres, c'est là la différence avec précédemment, les fréquences propres sont différentes. Hein. Avant on avait n fois c sur 2l, ici on voit que c'est n-1,5 fois c sur 2l.
Donc on va obtenir d'autres fréquences propres que dans le cas d'une corde qui est fixée à ces deux extrémités. Là aussi, on va en avoir une infinité. Et à ces fréquences propres, on va associer des modes propres de vibration. Donc on les obtient en repartant de l'expression de la fonction d'onde de yx de t qu'on a trouvée. Donc au départ, ça semble la même formule que dans le cas précédent, mais maintenant ce qui a changé, c'est que les valeurs de Kn sont différentes. Kn, ça va être donné par n-1,5 multiplié par pi divisé par L, et nu n, ça va être donné par ces expressions. Donc en particulier, on voit que les fréquences propres sont différentes. En particulier, la fréquence propre du fondamental que j'obtiens pour n égale 1, ben, elle va être donnée par C divisé par 4L. Donc c'est la plus petite des fréquences, et on voit que c'est la moitié de la plus petite fréquence qu'on avait obtenue dans le cas d'une onde qui était fixée à ces deux extrémités. Et puis la fréquence suivante, donc pour le deuxième argobonique, je l'obtiens pour n égale 2. Et puis on voit que cette fois, dans ce cas-là, elle est égale à 3 fois la fréquence du fondamental. Donc là aussi, c'est différent du cas de la corde fixée à ces deux extrémités, où la fréquence du deuxième harmonique était simplement le double. Et puis ainsi de suite. Si je prends n égale 3, je vais trouver une fréquence du mode 3 qui va être 5 fois la fréquence du fondamental. Donc là aussi, je vais passer rapidement, on peut calculer les nœuds et les ventes du énième harmonique. Donc là aussi, il suffit d'imposer la condition que le sinus qui est présent ici dans le Kn de x, il faut qu'il soit égal à 0. Donc on doit avoir sinus Kn xn de x qui vaut 0. Simplement maintenant, j'ai une autre condition pour Kn qui est égale à ça. Donc ici, je vais l'obtenir si l'argument c'est un multiple entier de fois pi. Simplement Kn, maintenant je vais dire que c'est n-1,5 multiplié par pi. Je simplifie par pi, et ici il y a un L qui apparaît. Et donc les valeurs de P, ça va de 0 à n-1 parce que je ne peux pas sortir de l'intervalle entre 0 et 1. Donc je vais avoir n nœuds. Les ventres, je l'obtiens en disant que le sinus, la valeur absolue du sinus doit être égale à 1. Donc ça, je l'obtiens si l'argument c'est égal à pi sur 2 plus un nombre entier de fois pi. Et puis ensuite, donc je simplifie, j'utilise la valeur de Kn qu'on a trouvée, et on obtient n ventres. Donc là, je peux aussi donc les tracer. Donc cette fois, j'ai tracé d'abord le déplacement transversal. Donc en bleu, c'est la position de la corde à différents instants. Donc on voit ici qu'on a bien une extrémité qui est fixée en x égale L. Par contre, on va avoir la corde qui est libre de se déplacer. On peut constater ici qu'on a bien une tangente qui vaut 0 au niveau de l'extrémité libre. Et puis, donc on peut voir qu'on a à chaque fois n nœuds, n ventres, et puis on a en fait, on peut dire n plus un demi fuseau, si on considère à chaque fois que c'est ici, on a un fuseau qui est tronqué en deux. Donc là, en général, on s'intéresse souvent au déplacement transversal. On peut aussi, par curiosité, tracer la composante transversale de la tension. On va obtenir la même chose que ce qu'on avait obtenu précédemment, c'est-à-dire qu'on va avoir une correspondance. À chaque fois qu'on a un nœud de déplacement, on va se retrouver avec un ventre de tension. C'est ce qu'on obtient ici. Et à chaque fois qu'on a un ventre de déplacement, on obtient un nœud de tension. C'est la condition qu'on avait imposée. On avait imposé qu'en x égale L, la composante transversale de la tension devait être nulle. Donc là aussi, on peut calculer le nombre de ventres, le nombre de nœuds et le nombre de fuseaux. Donc maintenant, dans cette partie, on va regarder quelque chose qui est la solution générale. Pour l'instant, on a calculé l'expression, on connaît maintenant l'expression des modes propres. Donc les modes propres, c'est les ondes stationnaires de type sinusoïdal qui existent sur la corde vibrante. On peut se demander quelle est la solution la plus générale. Donc, si je rassemble les résultats qu'on a trouvés, on a retrouvé que dans un cas d'une corde qui est fixée à ces deux extrémités, les valeurs, donc là je me place toujours dans le cas le plus fréquent où on a une corde qui a une longueur L donnée, et on cherche les modes propres qui peuvent exister. Donc on voit qu'un des modes propres qui existent, ça va être donné par ces valeurs particulières du nombre d'ondes et ces valeurs de fréquences propres.
Et à ces fréquences-là, j'associe ce mode propre-là. Là, voilà, c'était le cas qui est un peu moins fréquent quand même, c'est la corde fixée à une seule extrémité, on avait trouvé ces valeurs-là. Donc jusqu'à présent, dans la suite, on va uniquement se focaliser sur le cas le plus fréquent, qui est la corde fixée à ces deux extrémités. Donc là, une première chose sur laquelle on va s'interroger, c'est comment je peux exciter un mode propre particulier. Donc là, on va faire un petit retour sur ce que vous avez peut-être sûrement vu l'an passé, c'est le phénomène de résonance dans le cas particulier de la résonance d'un oscillateur harmonique. Donc si je prends un oscillateur harmonique, par exemple le pendule pesant, une masse qui est reliée à un ressort, dans certaines limites, je peux considérer que c'est un oscillateur harmonique qui possède une fréquence propre, une seule, qui est la fréquence naturelle à laquelle le système tend à osciller. Et puis, je vais exciter cet oscillateur harmonique en imposant une force périodique sur ce système. Donc, j'exerce cette force périodique, ça va donner des oscillations forcées. Et ce qu'on constate, c'est que l'amplitude des oscillations est maximale si la fréquence d'excitation est proche de la fréquence propre du système. Et c'est ça le phénomène de résonance. Donc ici, ce qui est tracé, c'est l'amplitude, par exemple, du mouvement du pendule en fonction de la fréquence pour différents types d'amortissement. Et on voit que si la fréquence est très loin de la fréquence de résonance, il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Si elle est très grande devant la fréquence propre, on excite avec une faible amplitude. Par contre, si on excite avec une fréquence qui est très proche de la fréquence de résonance, on va avoir une très grande amplitude des oscillations et ça correspond au cas où on a un transfert optimal d'énergie entre le générateur de la force et le système. Donc là, on va essayer de voir une vidéo, j'espère que ça marche, où on voit le mouvement d'un oscillateur mécanique lorsqu'il est excité à différentes fréquences. On va peut-être arrêter le son. Donc là, il y a un oscillateur, il y a une masse, puis qui est suspendue à un ressort, et puis il y a un moteur qui va mettre en mouvement le ressort. Et ce qu'on constate, donc on va aller un petit peu vite, c'est quand on excite en dessous de la résonance, vous voyez qu'il y a des petites oscillations, donc ça bouge quand même, mais ça bouge un tout petit peu. Et puis, ils vont changer la fréquence de résonance, ils vont se rapprocher de la fréquence de résonance. Voilà, là, on est à la résonance, et vous voyez que l'amplitude des oscillations du pendule est beaucoup plus importante quand on excite à résonance. Et puis, quand on va ensuite exciter à fréquence plus rapide, ici, au-dessus de la résonance, vous voyez que de nouveau, les amplitudes sont très faibles. Donc, quand on excite le système à sa fréquence de résonance, c'est là où on va obtenir la réponse la plus grande du système. Donc, c'est un phénomène aussi qu'on rencontre de manière plus triviale. Si vous avez fait de la balançoire, ça marche mieux quand on excite. Donc, c'est aussi une sorte de pendule pesant. Si vous excitez avec la bonne période, c'est-à-dire que vous poussez avec une fréquence proche de la fréquence naturelle d'oscillation, ça marche mieux que si vous vous amusez à pousser quand la balançoire est en train de revenir vers vous. Donc là, c'est aussi une animation qui vous montre exactement le même phénomène. Donc, quand vous excitez en dessous de la résonance, il y a des petites oscillations et ça bouge assez peu. Si vous excitez au-dessus, là, on voit que là aussi, les oscillations sont extrêmement réduites. Et finalement, le cas où ça marche le mieux, c'est quand vous excitez exactement, en tout cas très près de la fréquence de résonance, où là, vous allez avoir des oscillations qui sont maximales. Bon, il y a plein d'exemples de fréquences de résonance. Donc là, juste un dernier exemple qui est un exemple qui est en fait une résonance d'un pont, qui est le Millennium Bridge à Londres. En fait, c'est un pont qui est récent. C'est un pont qui a été inauguré en l'an 2000.
Bon, ça fait un moment qu'on sait construire des ponts, mais là, ils avaient un petit peu sous-évalué un effet qui est que quand vous avez un grand nombre de personnes qui se déplacent sur le pont, hein, quand on déplace sur le pont, quand on marche, on va évidemment d'avant en arrière, on fait des pas vers l'avant, mais on exerce aussi une petite force de droite à gauche, hein, on marche du pied gauche vers le pied droit, du droite à gauche, droite-gauche, et ce petit mouvement transversal exerce une petite force, et quand vous avez un très grand nombre de personnes qui marchent à peu près au même rythme, ben, ça induit un mouvement, une excitation d'un mode transversal. Donc on voit que le pont ici, il bouge de manière transversale, avec une amplitude qui est assez grande. Bon, parce que là, en fait, ils avaient sous-estimé cet effet, que quand on marche, on excite, on crée aussi une force dans la direction transversale, mais après, ils ont corrigé en mettant des amortisseurs. Donc là, ce qu'on va faire dans le cas de la corde vibrante, c'est qu'on a affaire non pas à une seule fréquence propre, mais à tout un tas de fréquences propres. Et l'idée ici, c'est on va en fait utiliser un système qui s'appelle la corde de Meld. Donc, dans la corde de Meld, vous avez une corde qui est reliée à un vibrateur électrique qui va mettre en mouvement la corde. Ici, elle est tendue avec en général une poulie, donc elle est fixée à cette extrémité. Au niveau de là, elle est fixée. Ça exerce une tension. Et puis ici, ça va pouvoir bouger grâce à un vibrateur électrique. Et ce qui est différent, donc comparé au cas d'oscillateur harmonique, c'est qu'on va avoir, il y a une infinité de fréquences propres possibles. Et ça va nous permettre en fait, en choisissant la fréquence de l'excitation, on va pouvoir exciter un mode propre ou un autre. Ça veut dire que par exemple, si je choisis une fréquence d'excitation qui est proche de la fréquence du fondamental, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la corde va vibrer suivant le mode propre du fondamental. Si je choisis le deuxième harmonique, la corde va prendre la forme du deuxième harmonique, et ainsi de suite, quoi. Donc en choisissant la fréquence d'excitation, on va pouvoir exciter un mode propre particulier. Donc là, c'est en général une expérience que je fais en cours, mais là, évidemment, vu le contexte actuel, je ne peux pas le faire, mais voici un film qui a été fait par l'université Joseph Fourier, où ils ont enregistré cette expérience-là, ça s'appelle l'expérience de la corde de Meld. Donc il y a ici la corde est tendue ici avec un poids. De l'autre côté, il y a un vibreur mécanique qui va mettre en mouvement la corde. On ajuste la fréquence et quand on a la bonne fréquence, ici c'est la fréquence qui excite le mode fondamental. Donc on voit le mode avec un seul fuseau. Hein. Là, c'est à peu près à 11 Hz. Et puis ensuite, ils vont changer la fréquence, ils vont aller, par exemple, ça va être proche du double, donc proche de 22 Hz. Quand on se rapproche de 22 Hz, on va observer maintenant l'apparition, donc c'est progressif, on observe maintenant l'apparition avec deux fuseaux. Hein. Donc là, c'est qu'on excite le deuxième harmonique. Et puis ensuite, ils ont continué. Hein. Donc ensuite, si on continue à changer la fréquence et qu'on va vers autour de 33 Hz, on va exciter le troisième harmonique qui a 3 fuseaux. Et puis ainsi de suite. Hein. Ici, on excite le quatrième harmonique avec 4 fuseaux. Et puis ensuite, le cinquième harmonique avec 5 fuseaux. Et puis ils sont allés jusqu'au sixième harmonique. Là, on le voit à peine, le sixième harmonique avec 6 fuseaux. Donc là, c'est aussi un autre film, cette fois c'est l'Université de Limoges, ils ont fait une expérience avec un système un peu similaire, c'est une corde de Meld cette fois qui est mise en mouvement avec une rotation, hein. Et puis quand on fait tourner la corde, donc cette fois on va aussi pouvoir exciter des modes propres de vibration qui sont, on va dire, similaires à ceux qu'on vient de décrire.
Et donc là, ils vont jouer par exemple sur la tension de la corde aussi. En faisant la tension de la corde, ça change la célérité. Et donc on peut faire apparaître ici le troisième harmonique. Donc là, on vous montre le cas où il change simplement la longueur de la corde. En fonction de la longueur de la corde, on peut passer, je vais repartir en arrière, en fonction de la longueur de la corde, on peut passer du cas où on a ici, ici c'était une corde avec 3 nœuds, ici on a réduit la longueur de la corde, on n'a plus que 2 fuseaux, et puis là on va finir avec un fuseau. Et puis, ils ont fait l'expérience où ils ont rajouté un éclairage stroboscopique. Donc ça, c'est assez joli. Avec l'éclairage stroboscopique, ça va... Ah, attendez, il y a encore un petit problème technique. Les films ont un peu de mal à passer. On va essayer. Donc là, voilà, quand on met l'éclairage stroboscopique, on peut voir le mouvement de la corde. Et si on arrive à avoir l'éclairage du stroboscope, on a l'impression que la corde est quasi immobile. Ça, vous pouvez voir ces vidéos, hein, elles sont sur YouTube. Donc, en choisissant la fréquence d'excitation, on peut, comme ça, sélectionner les modes propres qu'on va exciter, hein, en fonction de la fréquence de l'excitation. On peut choisir si on excite le mode fondamental, le deuxième harmonique ou le troisième harmonique. Et donc, ça, en fait, on retrouve exactement ça, hein. Si notre fréquence d'excitation est proche de la fréquence du fondamental, on va exciter le mode propre qui correspond à celui, au mode propre du fondamental. Si j'ai une fréquence d'excitation proche de 2 nu1, je vais obtenir celui-là. 3 nu1, je vais obtenir celui-là, ainsi de suite. Et en particulier, oui, ce qu'on peut noter sur la figure précédente, c'est que plus la fréquence est élevée, au plus, ça veut dire que le nombre n ici est grand, au plus on va avoir de fuseaux, au plus on va avoir de nœuds, donc au plus la structure va être compliquée. Et ça, c'est ce qu'on avait déjà observé dans le cas des figures de Chlamys, hein. On voit que quand on augmente la fréquence, on obtient des figures qui étaient de plus en plus complexes parce qu'en fait, on va se retrouver avec un nombre de nœuds qui augmente de plus en plus. Donc là, on vient de voir comment on peut exciter des modes propres particuliers. Donc ça, on peut le faire si on arrive à exciter avec une fréquence qui correspond à la fréquence propre d'un mode propre donné. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'excite avec une autre fréquence? Donc là, par exemple, hein, ici, c'est une image au ralenti du mouvement de la corde d'un violon. On voit que on effectue l'excitation de cette corde, à l'évidence, ce n'est pas une onde stationnaire. On voit qu'il y a quelque chose qui se propage vers le bout de l'extrémité, puis qui revient et puis qui repart. Donc on n'a pas ici une structure d'onde stationnaire. Pourquoi? Parce que l'excitation se fait avec un archet et on n'excite pas à la fréquence d'oscillation de la corde. Donc on n'excite pas un mode propre particulier. Mais là, on va voir dans cette partie-là que le résultat, c'est qu'on va pouvoir décrire la fonction d'onde de cette onde qui est en train de se propager. On voit que c'est une onde qui est périodique parce que lorsqu'elle fait un aller-retour, ensuite elle revient à sa position initiale. Cette fonction périodique, je vais pouvoir la décrire comme une superposition des modes propres qu'on vient de décrire. Donc ce n'est pas un mode propre donné, ça va être la superposition de plusieurs modes. Donc ça, c'est une partie un peu difficile. Donc je vais essayer un peu de l'expliquer. C'est un peu à la limite du programme parce que
c'est quelque chose qui utilise quand même la décomposition en série de Fourier, quoi. Donc, je vais essayer d'en dire juste quelques mots pour à peu près que vous compreniez à peu près cette histoire de superposition des modes propres, hein. Donc la décomposition en série de Fourier, ce que nous dit Fourier, c'est que toute fonction périodique avec une certaine fréquence nue, je peux toujours la décomposer en une somme de termes sinusoïdaux d'amplitude et de phase appropriées. Hein, donc ça veut dire que quand je me donne une fonction périodique, je vais pouvoir toujours la décrire comme une somme de sinusoïdes, donc avec des amplitudes et des phases particulières, et la fréquence de ces différentes sinusoïdes, ben, il y a la première, ça va être donné par la fréquence de la fonction périodique, c'est ce qu'on va appeler le fondamental, et puis on va aussi ajouter le deuxième harmonique, le troisième harmonique, ainsi de suite. Et au plus on met de termes dans le développement dans la somme, au plus on va pouvoir approcher la fonction de départ de manière exacte. Hein, donc l'idée de Fourier, c'est de se dire, le résultat de Fourier, si je prends une fonction f de t qui est périodique avec une période t, je vais pouvoir l'écrire comme une somme de sinusoïdes qui sont données par cette expression-là, et les fréquences qui interviennent, ben, ce sont des multiples de la fréquence donnée par la fonction f de t. Hein, donc là, ici, je vais dire que ma fréquence propre, ça va être un multiple entier de 2π fois t, et dans le cas n égale 1, j'ai la pulsation qui est donnée par la période de cette fréquence. Et les a de n et les b de n, ça c'est justement ce Fourier qui va nous les donner. Donc ça, je peux la noter de manière plus compacte sous sa forme complexe. Hein. La fonction f de t, je peux la noter comme une somme d'exponentielles complexes, hein, de fréquences qui sont toutes des multiples, elles sont toutes multiples hein, d'une même quantité qui est 2π fois nu, où nu c'est la fréquence associée à la fonction d'onde, la fonction initiale qui a une période t. Et donc il y a même quelque chose de plus fort, c'est que si je prends une fonction qui n'est même pas périodique, mais qui a quand même des bonnes propriétés mathématiques, bah, cette fonction-là, on peut montrer qu'on peut aussi toujours l'écrire comme une fonction, une somme de sinusoïdes, mais cette fois, ce sera une somme infinie, infinitésimale. Donc, on va écrire une intégrale. Hein, donc, je vais faire la somme d'une infinité de sinusoïdes de fréquence oméga, et bah, l'amplitude que je mets devant la sinusoïde, dans ce cas-là, on va le noter f chapeau de oméga, et ça, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier de f. Donc c'est quand même quelque chose de très fort, hein. Ça nous dit que n'importe quelle fonction, bon, pour peu qu'elle soit avec des bonnes propriétés, c'est-à-dire bien dérivable comme il faut, je peux toujours l'écrire comme une somme éventuellement infinie de sinusoïdes. Donc revenons au cas d'une fonction périodique. Hein. Donc dans le cas d'une fonction périodique, ce que je vous disais, c'est que bah, si je pars ici par exemple d'un signal qui est un signal en dents de scie, bah, je peux écrire ce signal en dents de scie en faisant une somme bah, de sinusoïdes. Donc la première sinusoïde a la même période que mon signal de dents de scie et je vais lui donner une amplitude qui est donnée par ce rectangle rouge. Ensuite, je vais lui ajouter le deuxième harmonique avec une amplitude qui est donnée par ce rectangle rouge. Ici, en vert, j'ai tracé la somme de y1 plus y2. Ensuite, je rajoute le troisième harmonique avec cette amplitude. Ici, je vais avoir y1 plus y2 plus y3. Ici, je rajoute le quatrième harmonique. Et ici, j'ai tracé la somme de y1 plus y2 plus y3 plus y4. Bon, là, il y a eu un problème dans les polices. Hein. Bon, ça, c'est pas très grave. Je pense que dans les notes, vous devez avoir les notes avec les bonnes notations. Et puis ainsi de suite. Ici, je rajoute le cinquième harmonique avec une amplitude qui est donnée par le rectangle rouge. Et on voit qu'au fur et à mesure que je rajoute des sinusoïdes, hein, je me rapproche d'une fonction qui ressemble à la fonction initiale. C'est aussi ce qui est montré sur cette animation. Sur cette animation, le but, c'est de trouver partir d'une fonction créneau. Hein. Bah, cette fonction créneau, je peux l'obtenir en faisant la superposition de différentes sinusoïdes.
Hein, donc ici, on trace les sinusoïdes, et quand je reporte les différentes amplitudes qui sont nécessaires pour retrouver ma fonction initiale, hein, ce terme-là, c'est ce qu'on va appeler le spectre. Et le spectre, ça va me donner le poids des différentes sinusoïdes que je dois mettre aux différentes fréquences. Donc la solution générale pour la corde, donc on ne va pas la démontrer parce que c'est un peu difficile, hein, c'est que donc si j'excite ma corde non pas à une de ses fréquences propres, mais avec une fréquence quelconque, bah, ce que je vais obtenir, c'est quelque chose qui n'est pas une onde stationnaire, mais je vais quand même pouvoir l'écrire comme la superposition des différents modes propres. Hein. Je vais pouvoir dire que ma fonction yx de t, ça va être une somme. Donc c'est une somme discrète parce que ma fonction yx de t, elle doit être périodique, c'est-à-dire une fois que je fais un aller-retour, je dois revenir au même point de la corde. Donc c'est une fonction périodique, donc j'ai une somme ici qui est discrète, et c'est une somme discrète des différents modes propres, les différents modes propres qui sont donnés par cette expression-là. Donc c'est finalement quelque chose qui est semblable à une décomposition en série de Fourier, simplement c'est une décomposition en série de Fourier qui s'applique à un cas particulier, et ce cas particulier, c'est que je veux trouver des fonctions qui vérifient l'équation d'onde, mais dans le cas qui vérifie en plus la condition que ma corde doit être fixée au niveau des deux extrémités. Et donc on arrive à ce développement similaire en série de Fourier. Hein. Je peux toujours dire que la fonction générale qui peut exister sur ma corde fixée aux deux extrémités, je peux toujours l'écrire comme une superposition des différents modes propres. Bon là, pour la suite, on va le réécrire un peu différemment. Au lieu d'utiliser un sinus, ici, on l'a remplacé par un cosinus. On a regroupé les deux, le 2 et le AN dans cette amplitude-là. Et ensuite, pour déterminer les C de n et les phi de n, ça, c'est les conditions initiales qui vont le dire, hein, c'est-à-dire quel est le profil initial de ma corde et quelle est sa distribution initiale de vitesse à l'instant t égale 0. Et donc, en fait, une fois qu'on a cette décomposition de n'importe quelle fonction sur les modes propres, ça nous permet de faire ce qu'on appelle l'analyse spectrale d'une onde. Pour faire l'analyse spectrale, ça revient à déterminer quelles sont les amplitudes des différents harmoniques présents dans sa décomposition sur les différents modes propres. Donc ça veut dire que si par exemple je considère ici cette fonction-là qui ressemble un peu à une fonction d'en de scie, hein, je peux calculer les poids des différents harmoniques que je dois ajouter pour me rapprocher de cette forme-là. Hein. Dans ce cas-là, je dois prendre ici le fondamental, le deuxième harmonique, le troisième harmonique. Et si je trace sur un axe ici horizontal, donc un axe en fréquence, le poids des différents harmoniques que je dois mettre, ce que j'obtiens ici, c'est le spectre en fréquence de mon signal. Ici, c'est un signal qui était en fonction du temps. Et puis, je peux faire ça pour n'importe quel type de signal. Hein. Ici, ce signal-là, on peut voir qu'il est périodique, avec une forme un peu compliquée. Là aussi, on peut calculer le poids des différents harmoniques qu'il faut ajouter pour retrouver cette forme-là. Et si je trace le poids des différents harmoniques en fonction de la fréquence, hein, ça va me donner le spectre. Donc là, dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel, en fait, ça contient la même information. Hein, mais dans un cas, on est dans un espace qui est en fonction du temps. On encode, on a une information qui est temporelle. Là, on a une information qui est dans le domaine des fréquences. Et donc le spectre, c'est ça qui nous intéresse. Donc pourquoi ça nous intéresse? Parce que, par exemple, dans le cas de la corde vibrante, on avait dit qu'on pouvait écrire une fonction d'onde générale sous la forme d'une superposition des différents modes propres. Et puis, effectuer l'analyse spectrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donc mesurer l'amplitude des différents modes propres qui existent dans ma décomposition sur les modes propres.
Donc là, par exemple, on se place dans un cas particulier où on va considérer que la corde a une vitesse nulle au départ. Hein. Si la corde a une vitesse nulle au départ, ça veut dire que ici, si je prends la dérivée, je vais avoir sinus phi n qui vaut 0, donc toutes les phases sont nulles. Et donc tout ce qu'on a déterminé, c'est les différences Cn. Donc on peut se demander justement, tiens, comment on va faire pour exciter le mode propre fondamental? Donc pour obtenir un son pur, il faudrait qu'à l'instant t égale 0, avant de lâcher la corde, on lui donne exactement la forme du mode fondamental. Donc il faudrait qu'on ait cette forme-là. Si on fait ça, alors on va avoir une seule fréquence propre qui existe, qui est la fréquence propre du fondamental. Évidemment, ça c'est très difficile en pratique à faire. Hein. Imaginez que si vous avez une corde de guitare pour lui donner exactement cette forme, c'est compliqué. Donc en général, quand on joue de la guitare, on va plutôt pincer la corde, donc on va modifier l'amplitude de la corde en un point donné. Donc par exemple, si je me place au tiers de sa longueur, et puis si on fait ça, du coup, on ne va pas exciter un unique mode propre, on va exciter tout un tas de modes propres, et ce sont les modes propres qui vont apparaître dans la décomposition de la fonction d'onde sur la décomposition de la fonction d'onde sur les différents modes propres. Et donc, voilà par exemple ce qu'on observe. Hein, si je pince ma corde à t égale 0 à cet instant-là et que je la lâche, on va avoir une évolution de la corde qui est représentée par la courbe noire. Mais en fait, cette courbe noire, on peut l'approcher en effectuant la somme de différents modes propres. Hein. Donc, par exemple, cette forme ici, je peux l'obtenir en faisant la superposition du mode propre n égale 1, plus n égale 2, plus n égale 4, plus n égale 5. Et donc, si je trace l'amplitude de tous les modes propres que je dois mettre pour rendre compte d'un mouvement, d'une forme qui correspond à cette forme noire qui se déplace sur la corde, j'obtiens ici le spectre, hein, où on voit qu'on a toute une suite de modes propres qui sont excités, avec des poids qui diminuent au fur et à mesure que la fréquence augmente. Et puis, on peut remarquer que tous les modes propres qui sont des multiples de 3 sont absents. Est-ce que vous avez une idée pourquoi les modes propres qui sont multiples de n égale 3 sont absents? Eh bien, en fait, ils sont absents parce que vous voyez que la situation initiale, qui est la situation où je pince la corde au tiers de sa longueur, c'est une situation où je vais avoir un maximum ou un extrémum de la corde dans cette position-là, et avoir un maximum de la corde en cette position-là, c'est contradictoire, hein, n'est pas compatible avec le fait d'avoir un nœud exactement à cette position-là. Vous voyez que tous les modes propres qui sont multiples de 3, ils vont avoir un nœud au niveau du tiers de la corde, donc je ne vais pas pouvoir les exciter en pinçant la corde à cette position-là. Bon, toujours pour les cordes pincées, qu'est-ce qui se passerait à votre avis maintenant si au lieu de pincer au tiers de la longueur, je pince la corde au niveau de la moitié de la corde? Bon, là on peut écrire les équations, mais peu importe, c'est pas ça le plus important. Si je pince la corde au niveau de la moitié, qu'est-ce que je vais avoir comme harmonique présente dans son spectre? Je vais exciter quoi? Je vais exciter tous les harmoniques, sauf les modes propres qui présentent un nœud au milieu de la corde. Et les modes qui présentent un nœud au milieu de la corde, en fait, c'est tous les modes qui sont pairs. Hein. Ici, vous voyez, le mode n égale 2, il a un nœud au milieu. Le mode n égale 4, il a un nœud. N égale 6, il a un nœud. Et donc, si je trace le spectre, obtenu dans le cas d'une corde qui est pincée au milieu, je vais exciter en fait tous les harmoniques impairs. Hein. Les harmoniques pairs sont absents parce que, justement, en pinçant la corde au milieu, je ne peux pas les exciter. Donc cette analyse spectrale, ça joue un rôle important dans ce qui nous permet de caractériser le timbre d'un instrument. Hein. Je l'avais dit un peu dans le chapitre 3 sur les ondes acoustiques. Donc une note de musique, elle est définie par sa hauteur, c'est-à-dire par la fréquence du fondamental de l'onde acoustique émise.
donc la vibration de la corde dans le cas d'un instrument à cordes. Hein. Donc ça, la hauteur, ça définit la fréquence du mode fondamental, mais le timbre d'un instrument, qu'est-ce que ça va être? Ben, le timbre d'un instrument, ça va être donné par les proportions relatives. Bon, il y a aussi des phases, hein, mais surtout les proportions relatives des différents harmoniques qui sont présents lorsque l'instrument joue une note donnée, quoi. Et c'est ce poids des différents harmoniques qui permet de donner à un instrument sa couleur particulière, son timbre, et ce qui nous permet de les distinguer. Et donc, quand on dit qu'un timbre est équilibré, ça veut dire que ces différents poids des différents harmoniques sont à peu près les mêmes pour toutes les notes qui correspondent à un instrument donné. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, on voit trois instruments qui jouent la même note. Donc, c'est le Do3 qui a une fréquence de 256 Hz. Donc, dans le premier cas, c'est joué par un diapason. Et là, on a tracé le spectre en fréquence. Donc, on voit le diapason, en fait, c'est très proche d'un mode propre qui est quelque chose de sinusoïdal. Il y a un seul harmonique qui est le fondamental. Si je joue la même note avec une flûte, ben on voit qu'on excite le fondamental, mais aussi on excite plein d'harmoniques élevées. Et dans la clarinette, pareil, on excite le fondamental, mais aussi pas mal d'harmoniques. Et on voit que le poids des différents harmoniques est différent dans le cas de la clarinette et que dans celui de la flûte. Et c'est ce qui nous permet, nous, de savoir que de reconnaître un instrument, on peut très bien différencier une flûte d'une clarinette parce qu'on prend en compte les poids des harmoniques qui sont excités lorsqu'on joue une note donnée. Et donc ça me permet de faire une transition sur un peu les cordes vibrantes et la musique. Donc là, c'est quelque chose qui est plus, on va dire, pour votre culture personnelle, mais je sais qu'il y a aussi certains d'entre vous qui font sciences et musique, donc on va essayer de dire un peu quelque chose, en tout cas le point de vue du physicien sur la musique. Et les cordes ont joué un grand rôle en musique. Hein. D'abord, il y a beaucoup d'instruments à cordes, et ça, c'est des instruments qui ont été développés depuis des millénaires hein, dans de nombreuses civilisations, donc, notamment en Mésopotamie, en Égypte, où des harpes, une corde est tendue et fixée à ces deux extrémités, et puis on les met en vibration au moyen de la main. Donc c'était quelque chose. Très tôt, les hommes se sont rendus compte de la capacité mélodique des cordes vibrantes. Mais ça a aussi joué un grand rôle dans l'élaboration des gammes musicales. Donc moi, je suis pas musicien moi-même, donc je vais essayer de pas dire d'erreur, mais je vais essayer de vous faire, en tout cas, essayer de donner un éclairage sur la façon dont les notes ont été définies en musique. Donc pour jouer d'un instrument, pour jouer de la musique, un instrument va jouer des notes, c'est ça qui va composer la mélodie, et les notes successives, on les place sur une échelle musicale, hein, qui est en général définie sur l'étendue d'une octave. C'est ça la gamme musicale, donc on se fixe à l'intérieur d'une octave, on va plus tard le définir, et on va pouvoir définir des notes dans cet intervalle. Donc comment définir les notes, c'est-à-dire comment choisir leur fréquence. Donc là, il y a quand même pas mal de théories mathématiques qui ont été développées pour essayer de définir de manière, on va dire, scientifique les notes. Et donc le point clé, c'est que ce qu'on appelle l'intervalle des gammes musicales, c'est-à-dire l'intervalle entre les différentes notes, hein, en fait, ce n'est pas du tout une différence de fréquence comme un physicien pourrait s'attendre. Quand on parle d'intervalle en musique, on parle en fait de rapport entre la fréquence des notes. C'est-à-dire, on veut que lorsqu'on passe une note à une autre, on veut déterminer un rapport précis. Donc là, je vais essayer de vous faire écouter, justement pour justifier ça, je vais essayer de vous faire écouter la différence entre une progression des notes qui se fait de manière arithmétique. Arithmétique, ça veut dire que on va avoir la même différence de fréquence entre deux notes. Et puis ici, c'est des notes en progression géométrique, où là, c'est le rapport des fréquences qui est constant lorsqu'on passe d'une note à l'autre. Donc là, c'est le cas de la progression arithmétique, différence de fréquence constante. Je vous refais entendre parce que j'ai parlé au départ.
Et ensuite, je vais vous faire écouter donc, des notes en progression géométrique. Donc là, c'est le rapport qui est constant lorsqu'on passe d'une note à l'autre. Donc ceux qui ont peut-être une bonne oreille ont senti une différence. Hein. Moi, je vais avouer que je n'entends pas trop, mais en fait, donc, le truc à retenir, c'est ça, c'est que c'est le rapport entre les fréquences des notes qui est important en musique. Donc un premier rapport qui est, qui est très important, qui est celui qui est capital, c'est celui qui définit l'octave. Donc entre deux notes, un rapport de fréquence d'une octave, ça correspond à un rapport de 2 entre la fréquence de la note la plus aiguë et celle de la note la plus grave. C'est-à-dire que, par exemple, pour une note donnée par le mode fondamental de la corde, hein, par exemple, imaginez que je prends une corde qui crée une fréquence nu1, le deuxième harmonique, ça va correspondre à l'intervalle de fréquence d'une octave, il va se situer au niveau du Do2. Hein, donc la relation de fréquence entre deux notes séparées par une octave, c'est que je vais avoir un facteur 2 entre les deux. Et donc ça, on dit que c'est l'intervalle le plus consonant, car il n'apparaît pas en fait de différence de fréquence nouvelle lorsqu'on joue une note à l'octave. Donc pourquoi ça? C'est que quand on joue des notes, hein, imaginez ici, j'imagine que j'ai une corde vibrante qui a une certaine longueur L. En fait, quand on excite une corde, on ne va jamais exciter juste le mode fondamental, on va exciter le mode fondamental plus tous ses harmoniques. Donc on va exciter le mode fondamental plus tous les harmoniques qui vont être donnés donc par n fois c sur 2l. Maintenant, si je raccourcis ma corde d'un facteur 2, ça, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais jouer une note qui va avoir une fréquence 2 fois plus grande. Hein. Si on peut le voir en disant que je divise L par 2, donc ça va me faire nc sur 2L, mais ici j'ai un facteur 2. Donc la fréquence du fondamental, elle va être ici, hein, avec une fréquence nu2 qui est le double. Et là aussi, je ne vais pas exciter que le mode fondamental, je vais aussi exciter tous les harmoniques. Et on voit que quand on joue ça, en fait, il n'y a pas vraiment de fréquences nouvelles qui apparaissent parce que la note à l'octave et ses harmoniques vont se superposer avec les harmoniques de la note initiale. C'est pour ça qu'on dit que c'est un intervalle qui est le plus consonant possible. Donc là, le type de corde qui est utilisé, hein, c'est quelque chose qui s'appelle le monocorde. Donc on dit que c'est Pythagore qui l'aurait inventé. Hein. C'est simplement une corde qui est tendue au-dessus d'une caisse en bois. Bon, Pythagore s'est beaucoup intéressé aux gammes musicales parce que Pythagore est de l'école des pythagoriciens qui plaçaient les mathématiques un peu au-dessus de tout. Hein. Il y avait cette croyance que les nombres pouvaient rendre compte de l'univers, et donc ils avaient trouvé, Pythagore avait trouvé un lien entre l'harmonie des sons et les différentes longueurs d'une corde vibrante. On trouvait que suivant les longueurs qu'on utilisait, on obtenait des sons qui étaient très harmonieux ou pas. Donc là, c'était une gravure. Donc là, il n'a pas gardé longtemps de monocorde parce que là, déjà, il a mis plusieurs cordes. Et c'est une gravure où il serait en train d'étudier l'harmonie entre les sons en fonction des différentes longueurs. Donc Pythagore a développé un système de notes qui est basé sur ce qu'on appelle la quinte pure ou la quinte pythagoricienne. Donc dans la quinte pythagoricienne, son idée, c'est, donc il y a l'octave, donc l'octave, il y a un rapport 2. Il s'est dit, bon, je vais trouver le rapport 2, on va continuer. Cette fois, je vais utiliser une longueur de corde qui va exciter une fréquence qui correspond au troisième harmonique de la corde fondamentale. Et puis ensuite, ce que je veux faire, c'est que je veux que mes notes rentrent à l'intérieur d'un octave. Donc pour faire ça, je redivise la fréquence par 2. Et ça, c'est ce qu'on définit comme étant la quinte. Dans la quinte, du coup, le rapport des fréquences va être 3/2. Donc là, il y a eu beaucoup de problèmes de police. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Donc le rapport est 3/2. Peut-être pour essayer de clarifier ça, je vais essayer de vous montrer ça sur un schéma. Donc d'abord, on considère une corde qui a une longueur L.
cette corde, elle excite le mode fondamental de fréquence C sur 2L, plus tous ses harmoniques. Donc l'idée de Pythagore, c'est de dire, je vais maintenant raccourcir ma corde et je vais prendre une corde qui a une longueur qui va être 1/3. Ça va faire que je vais exciter le mode fondamental de cette corde va avoir une fréquence qui va être 3 fois la fréquence du fondamental. C'est ici ce qui est tracé en vert clair. Là aussi, c'est très consonant parce que je vais avoir en recouvrement des différents harmoniques joués par les deux cordes. Mais le but de Pythagore, le but de faire une gamme musicale, c'est de trouver des fréquences qui vont rentrer dans l'intervalle entre la fréquence initiale nu1 qui vaut C sur 2L et la fréquence qui vaut 2 fois C sur 2L. Donc son idée, c'est de vouloir ramener cette fréquence en vert clair dans cette gamme-là. Pour faire ça, il divise par 2. Et donc, il va considérer une longueur de corde qui correspond aux 2/3 de la longueur initiale. Donc ici, je prends les 2/3 de la longueur initiale et ça va me donner des fréquences qui sont ici tracées en vert foncé, où on voit des nouvelles fréquences apparaître. Le rapport des fréquences entre cette fois le point rouge et le point vert, c'est un facteur qui est 3,5. Et on voit que c'est un intervalle qui est différent parce que il y a un nouveau rapport qui apparaît, mais c'est très consonant parce qu'une fois sur deux, les harmoniques de la quinte vont se superposer avec les harmoniques de la note initiale. Et donc, c'est comme ça que Pythagore construit son système de notation. Il se dit, tiens, j'ai trouvé un nombre qui semble magique, c'est 3,5. Donc, je vais partir d'une note, je vais multiplier par 3,5. Par exemple, ça va donner la note qui est la note de sol. Et puis, je continue, je multiplie par 3,5. Donc, si je multiplie par 3,5, ça fait le Ré2. Je multiplie encore par 3,5, ça fait le La2. Et pour remettre les notes à l'intérieur d'une octave, à chaque fois que c'est nécessaire, je divise par 2. Et c'est comme ça qu'il aboutit à une gamme musicale qui est la gamme pythagoricienne, donc qui est la gamme qui est représentée ici. Donc on a la note Do. Donc il multiplie par 3,5, ça fait la note de Sol. Si je multiplie encore par 3,5, ça va me donner 9 quarts. Les 9 quarts, je sors de l'intervalle entre 1 et 2. Donc pour retomber dedans, je divise par 2. Ça va donner 9/8, c'est la note de Ré qui est là. Et puis encore, après, je continue, je multiplie de nouveau par 3,5, ça va faire 27/16, c'est la note de La, ainsi de suite. Et ça me donne ici cette répartition des Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc là, je peux vous faire écouter la gamme de Pythagore, pour ceux qui ont l'oreille musicale. Allez, encore une fois. Donc ensuite, on peut se poser la question, pourquoi finalement est-ce qu'on a 12 notes quand on se considère un piano. Si vous considérez un piano, on va voir en fait qu'on se retrouve avec 12 notes. Si je considère mon piano, je vais avoir, vous avez 7 touches blanches, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et puis vous avez les dièses. Et donc quand vous faites les deux, 7 plus 5, ça fait bien 12 notes. Donc en fait, il y a 12 notes, je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous allez voir, c'est très simple. Vous voyez, la musique, c'est vraiment sympa, quoi. C'est tout simple. Alors, ça part du fait que on a remarqué, en tout cas, ils ont remarqué que si je continue à construire cette gamme en multipliant à chaque fois par 3,5, donc là, je pars de Do, je multiplie par 3,5, ça fait Sol, 3,5, je fais le Ré, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Je fais ça 12 fois. Mais quand je reviens, j'obtiens un nombre qui vaut 129,75, et ça, c'est pas très loin de quelque chose qui est un multiple, qui est l'octave multiplié par 7. Autrement dit, on peut dire que 12 quintes, ça correspond à peu près à 7 octaves.
Alors évidemment, tout le truc, c'est que c'est pas tout à fait exact, hein, c'est le problème en fait de toutes les gammes musicales, c'est qu'on n'arrive à jamais à refermer ce qu'on appelle le cycle des quintes, hein. Quand vous tournez, vous n'allez jamais retomber sur le do. Quand vous faites ça avec, vous multipliez par 2 à chaque fois, vous allez tomber sur le si dièse, il y a un petit écart, et ce petit écart, c'est le coma pythagoricien. Mais donc, comme il y a cette coïncidence, on va dire numérique, sur le fait que 3 demi à la puissance 12, c'est à peu près égal à 2 à la puissance 7, donc ça veut dire qu'il va y avoir une certaine consonance entre les notes. Ben, les notes qu'on a établies ici, on va les rentrer à l'intérieur d'un octave en divisant par les puissances de 2 qu'il faut pour que ça rentre. Et donc, c'est ça qui va nous donner le do dièse, le ré dièse, le mi, le fa dièse, le sol dièse, le la dièse et le si. C'est parti de cette coïncidence que quand je fais 12 quintes, ça correspond à peu près à cette octave. Donc la gamme de Pythagore marche très bien. Il y a un problème dans la gamme de Pythagore, c'est le problème de la transposition. Bon, la transposition, c'est quoi? C'est, imaginez que vous êtes en train de chanter, je ne sais pas, vous participez à The Voice, vous essayez de chanter votre mélodie préférée, mais c'est un peu trop, vous n'y arrivez pas. Donc vous voulez rechanter la mélodie, mais en baissant la hauteur des notes, mais vous voulez évidemment conserver la mélodie. Et donc, ce qui compte, c'est un peu comme on avait dit, on va voir que ce qui compte pour conserver la mélodie, c'est que les rapports des fréquences soient constants, hein, parce que si on conserve uniquement les différences de fréquences, on va voir que c'est pas très joli, quoi. Donc, pour vous convaincre que c'est bien les rapports des fréquences qu'il faut conserver, vous allez écouter ici deux mélodies, celle normale et puis celle où on l'a descendue en maintenant les différences de fréquences. Alors, je le refais. Par contre, si on essaie de conserver les rapports des fréquences, voilà ce que ça donne. Je fais encore une fois. C'est quand même beaucoup plus joli, quoi. Donc le but, c'est de pouvoir décaler la hauteur des notes en conservant les rapports des fréquences. Pour faire ça, ce qu'il faut, c'est avoir une échelle géométrique, c'est-à-dire que le rapport pour passer d'une note à l'autre, ça doit être donné par un facteur qui est toujours le même, quoi. Et ça, c'est pas le cas de la fréquence, c'est pas le cas de la gamme de Pythagore. Vous voyez ici que quand je passe du do au ré, je multiplie par 9 huitièmes. Quand je passe du ré au mi, je multiplie encore par 9 huitièmes. Jusque-là, tout va bien. Mais après, pour passer du mi au fa, déjà, ça marche pas, hein. Et ensuite, ça marche encore moins, quoi. Donc, la gamme de Pythagore, je ne peux pas passer d'une note à l'autre en multipliant par un même nombre. Et donc, c'est la raison pour laquelle a été introduite la gamme tempérée. Donc, ça, c'est au niveau de l'époque baroque, hein. Donc, on appelle la musique occidentale, à partir de cette époque, ce qui a été défini, c'est une gamme tempérée. Donc, on n'utilise plus les intervalles harmoniques hormis l'octave, hein, mais on va diviser l'octave en 12 intervalles égaux, qui sont donc les demi-tons tempérés, quoi. Donc 12 intervalles, ça veut dire qu'on va définir les fréquences en divisant des notes qui sont séparées par un rapport qui est le même nombre, qui va être donné par 2 à la puissance en 12e, parce que quand je vais multiplier ça 12 fois, je vais bien retomber sur l'octave. Donc dans la gamme tempérée, les fréquences des notes sont toutes multiples quand je passe d'une note à l'autre, il suffit de multiplier par un même facteur qui est 1,059. Donc pour vous faire sentir la différence entre les différentes gammes, je vais vous faire écouter d'abord la gamme de Pythagore, puis la gamme tempérée, et ensuite on va les deux gammes ensemble, et on va voir qu'il y a un battement qui existe. D'abord la gamme de Pythagore, ça on l'a déjà écouté.
la gamme tempérée, et maintenant les deux ensemble. Je vous le refais écouter. Donc là, on entend des fois une sorte de battement. Hein, si on entend un battement, c'est-à-dire on a l'impression d'une fréquence plus basse qui joue, c'est parce que les notes qui sont jouées dans la gamme tempérée et dans la gamme de Pythagore sont différentes. Hein, et donc, on va entendre quelque chose qui va être donné par la différence de fréquence entre les notes. Hein, donc dans la gamme tempérée, pour résumer ce que je viens de dire, dans la gamme tempérée, on part d'une note qui est, par exemple, le Do, et puis vous prenez la note à l'octave, ça va être le Do à l'octave supérieure, et puis pour trouver les 12 notes, bah, vous allez dire, on va multiplier à chaque fois la fréquence par un nombre constant qui est racine, hein, la racine douzième de 2. Donc là, ça me donne le Do dièse, je me remultiplie par 2 racine douzième de 2, ça me fait le Ré, puis Ré dièse, puis Mi, puis Fa. Et donc le rapport entre les différentes notes est toujours fixé par ce nombre-là. Donc du coup, ça permet de faire la transposition. Bon, il y a un prix à payer, c'est la justesse des intervalles, parce que par exemple, vous voyez que la quinte pythagoricienne, où il y avait cette jolie superposition des harmoniques, hein, un harmonique sur deux se superposait avec la note du fondamental. Ici, ce n'est pas le cas, parce que quand je joue le sol, c'est donné par 2 à la puissance 7 douzième, donc ce n'est pas tout à fait 3 demi. Hein, donc, bon, évidemment, je crois que moi, j'entendrai jamais la différence, mais ceux qui ont l'oreille musicale peuvent sentir la différence entre le sol obtenu de la gamme tempérée et le sol pythagoricien. Et donc, donc ça, c'est. Bon, les intervalles naturels, quand même, continuent à jouer un rôle, notamment dans les musiques non-européennes, hein, comme la musique arabe, la musique indienne, mais il y a aussi un effet culturel, c'est-à-dire quand la gamme tempérée a été introduite au XVIIe, ça a été aussitôt considéré, ça a été considéré comme quelque chose d'assez moche, hein, parce que ça choquait les oreilles de l'époque, alors que maintenant c'est plutôt la gamme de Pythagore qui nous choque, hein, parce qu'on a été habitué à la gamme tempérée. Donc il y a la physique d'un côté, et puis après il y a aussi l'aspect culturel ou éducation de l'autre. Donc revenons à des choses plus, on va dire, plus physiques. Hein. Donc ces nanophiles, c'est aussi utilisé en nanotechnologie, où on arrive maintenant à fabriquer des nanophiles. Donc pour ça, je vous avais déjà parlé de ces nanophiles qui permettent de détecter des nanoparticules. Donc là, l'idée, je vous rappelle, c'est qu'il y avait un nanophile qui était donc pendu entre 2 extrémités, et puis il y a des nanoparticules qui tombaient dessus. Donc là, par exemple, c'est un fil qui avait un diamètre de 500 nanomètres, hein, donc c'est des fils en nitrure de silicium. Et puis, quand il y a des particules qui tombent dessus, les particules, donc il y en a beaucoup, ça s'accumule, donc ça va changer la masse minique du nanophile, ça va donc changer sa célérité, et donc ça va changer la fréquence de résonance, quoi. Et c'est exactement ce qu'on observe sur cette courbe-là, hein, où on voit que donc ici, ce qui est tracé sur l'axe vertical, c'est la fréquence d'oscillation, donc c'est la fréquence d'oscillation du nanophile, ça correspond à une des fréquences, à la fréquence propre du nanophile, et puis à chaque fois qu'il y a une particule qui tombe dessus, ça modifie la fréquence de résonance, hein, donc on observe ces sauts brusques qui correspondent à l'atterrissage d'une nanoparticule sur le nanophile, et ça permet de mesurer des très petites masses. Et puis, donc, dans cet article, ils avaient aussi utilisé que, évidemment, ça dépend de la position où va tomber la nanoparticule, c'est-à-dire si, donc, parce que le nanophile ne vibre pas forcément dans le mode fondamental, il vibre dans un mode, je ne me souviens plus bien, c'était un mode un peu plus excité. Si la nanoparticule tombe au niveau d'un nœud, à ce moment-là, ça ne va pas avoir d'effet, hein, puisque de toute façon, ici, la corde ne bouge pas. Pour que ça ait un effet sur la fréquence, d'oscillation, c'est plus efficace si la nanoparticule tombe au niveau d'un ventre. Et donc, ils avaient étudié l'aspect de où doit tomber la particule pour avoir un effet maximum. Donc là, c'est des nanophiles qui sont tendus aux 2 extrémités. Puis récemment, j'ai appris aussi que
Les nanophiles à une extrémité étaient aussi utilisés, hein. Donc, quand on considère la corde qui est fixée à une extrémité et libre de l'autre, je ne sais pas s'il y a des instruments qui utilisent cette configuration-là. Il me semble que la plupart des instruments sont fixés aux deux extrémités. Mais donc, dans les nanotechnologies, dans les nanophiles, on étudie aussi des nanophiles qui ont une extrémité libre. Donc ça, c'est dans le cadre de l'optomécanique. L'optomécanique, c'est un domaine de recherche où on étudie le couplage entre un oscillateur mécanique et des ondes lumineuses. Et comme oscillateur mécanique, donc quelque chose qui est capable de vibrer, on utilise donc ces nanophiles, parce que comme ils ont un petit diamètre, ils ont en général, ils peuvent avoir des fréquences assez élevées. Donc souvent, on les trouve fixés à deux extrémités, comme dans l'exemple précédent, mais il existe aussi, c'est aussi utilisé des nanophiles. Donc là, c'est des nanophiles en carbure de silicium, de diamètre 100 nanomètres, qui ont à peu près une taille de 100 microns et qui peuvent osciller entre 10 et 100 kHz. Et ces nanophiles, par exemple, on arrive à les manipuler grâce à un laser. Donc, ça permet de les exciter, de les faire osciller. Et puis ici, il y a un système laser qui, à chaque fois que le nanophile va passer dans le laser, ça va diffuser de la lumière et on enregistre la diffusion de cette lumière. Et puis un exemple que je trouve assez joli, c'est qu'un nanophile, qui est un objet où il y a une onde stationnaire qui permet de faire vibrer le nanophile, ce nanophile sert à détecter l'onde stationnaire lumineuse formée à l'intérieur d'une cavité. Donc on voit le nanophile qui vibre. À chaque fois qu'il va vibrer et qu'il va passer dans un maximum de l'intensité lumineuse, ce nanophile va diffuser de la lumière, et c'est ici ce qui est mesuré ici. Donc ici, ça correspond à la structure de l'onde stationnaire, avec les maximums d'intensité, les minimums, maximum, minimum. Bon, lui, évidemment, c'est juste pour illustrer le fait que dans les nanotechnologies, il y a aussi des applications pour un nanophile qui a une extrémité libre. Voilà, c'est la fin de ce cours et la prochaine fois, on va continuer en regardant les ondes stationnaires des ondes acoustiques à l'intérieur des tuyaux sonores.